Bonjour à toutes et tous, donc bienvenue pour cet avant-dernier TD, de l'année, donc qui va porter, sur les dictionnaires, je vais commencer par ça, principalement ça sera un TD de révision en vue du contrôle de ce samedi. J'espère, néanmoins que vous avez déjà pas mal révisé, pas mal refait des exos, voilà. Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat pour poser des questions. Bonjour déjà à toutes celles et ceux qui sont déjà intervenus. Écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer par les dictionnaires, c'est pas au programme de du contrôle le samedi, alors je vais pas trop vous embrouiller avec ça. Mais on va quand même faire, pour la forme, un exercice sur le dictionnaire et ensuite on passera des révisions où je vous réexpliquerai encore, davantage ce qui vous attend, ce samedi. En l'occurrence, ça ressemble à quoi la forme du contrôle, et cetera, en regardant les annales. Mais bon, j'imagine que les annales, vous les avez déjà regardées. Donc ce qu'on va faire, ça va consister à regarder, un ou des exercices d'annales et puis revoir un petit peu tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année avec les exercices ultra classiques, hein, qui vous ont été donnés, comme exemple dans le cours. On avance un petit peu. Donc le seul exercice qu'on va faire sur les dictionnaires, c'est celui-ci, hein. Donc, statistique sur les lettres donc sans plus tarder, on va commencer par ça. Donc dans cet exercice, on effectue quelques calculs statistiques sur des fréquences de lettres dans un texte, dans des textes, donc c'est des chaînes de caractères et les fréquences, en l'occurrence, sont des lettres qui sont représentées sous la forme d'un dictionnaire type disque, enfin dict, pardon, donc ça, c'est un type dictionnaire avec comme clé une chaîne de caractères, donc ça sera la lettre et int, c'est le nombre de fois qu'elle apparaît, hein, d'accord? Donc c'est un dictionnaire, c'est quelque chose qui associe un élément à un autre élément, hein. Alors ici, ça associe, une lettre à un nombre, hein, d'accord? Donc pourquoi ça s'appelle dictionnaire? C'est évidemment par analogie avec les dictionnaires que vous connaissez, hein. Donc il faut s'imaginer un grand livre dans lesquels il y a dans les dictionnaires habituels, il y a des mots, là, ça sera les mots seront juste des lettres, donc A, B, C, D, hein, mais bon, comme si c'était des mots et en fait, la définition, en général, dans les dictionnaires classiques, vous avez la définition du mot. Là, vous aurez juste un nombre qui dira combien de fois la lettre est présente, hein. Donc faut s'imaginer comme ça, du coup, un petit, voilà, un bouquin comme ça, hein, hop, et puis, vous avez dans ce bouquin, quelque chose où quelque part, on vous dit que, la lettre P, voilà, hein, définition, elle apparaît 8 fois. La lettre Z, hop, définition, elle apparaît 2 fois. Voilà, faut s'imaginer ça, hein, d'accord? Donc c'est ça que ça veut dire un dictionnaire, tout simplement. Après maintenant tout ce qu'il y a à voir, c'est juste, une question de syntaxe bon, on sait ce que c'est maintenant qu'un dictionnaire. On sait qu'on peut mettre ce qu'on veut, comme mot. On sait qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut dans la définition. Il suffit de changer le type qui est ici pour le mot et changer le type ici pour la définition, hein. Donc on pourrait imaginer que, ici à la place d'une lettre, hein, ça pourrait être, par exemple, un float aussi, hein. On pourrait imaginer un dictionnaire où en fait les mots, c'est remplacé par des floats et un dictionnaire dans lequel les définitions, c'est un tuple. Voilà. Bon. Alors ici, on va revenir. Donc ici, les clés, c'est des lettres et les fréquences, c'est pas vraiment une fréquence, c'est un nombre d'éléments, quoi, c'est des entiers naturels, hein. Et on vous dit d'écrire le truc from typing import dict set. Alors ça, c'était déjà le cas pour tuple, pour tuple et list, hein. On vous dit d'écrire quand vous êtes en TP from typing import, mais en réalité, ça ne sert enfin, en gros, votre truc, il marche quand même sans que vous écriviez ça, hein. Et très important, hein, ne pas écrire ça en contrôle, hein. Que ça soit ne jamais import, même les maths, ne pas faire d'import, hein. Là, j'indique ça là, pas en contrôle, hein. Ça sert à rien d'écrire ça en contrôle. D'ailleurs, ça sera rappelé dans les consignes, hein. Donc c'est pas la peine d'écrire ces trucs-là, quoi. C'est une perte de temps. C'est pas ça qui nous intéresse, hein, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est que vous ayez des idées pour écrire du bon code, quoi, et que vous l'écriviez correctement. Alors pour séparer les lettres de la langue française, les autres caractères possibles dans les chaînes, on utilise la fonction suivante. Alors il y a une fonction et lettres, hein, que vous avez peut-être déjà rencontrée là, donc il y a les lettres accentuées, le E dans l'eau là et puis le fait que c'est compris entre A et Z ou entre A et Z comme ça. Voilà. Donc c'est une fonction qui vous est donnée, hein, avec un jeu de test, hein. Bon, ça c'est donné. Soit éventuellement un copier-coller dans votre terminal dans votre, Mister Python pour pouvoir continuer l'exercice. Alors question, définir fréquence lettres qui étant donné une chaîne de caractères S, retourne les fréquences des lettres sous la forme d'un dictionnaire. Voilà.
fameux dictionnaire dont on a parlé. Alors, tout de suite un exemple. Aléa jacta est, bah, ça va donner ce dictionnaire suivant, où en fait A pour définition 4, L a pour définition 1, E a pour définition 2, si je reprends l'analogie des dictionnaires habituels. Donc A, il apparaît 4 fois, L, il apparaît une fois, E apparaît 2 fois, etc. Voilà. Donc c'est ça qu'on attend comme fonction. Et bon, l'élève, il y en a une autre, voilà, un autre exemple ici. On remarque ici qu'effectivement l'apostrophe ici, il est pas, on n'en tient pas compte. Et bon, ça sera facile à voir parce que comme on va utiliser le prédicat et l'être, pourquoi je dis que c'est un prédicat? Prédicat, c'est à chaque fois que ça envoie boule comme ça, on appelle ça c'est toujours une fonction, mais c'est une fonction qu'on appelle de manière plus spécialisée un prédicat. Voilà, donc on verra qu'il y a pas d'apostrophe, mais ça, on verra en gros, on va faire des fréquences uniquement pour les trucs qui sont des lettres. Ah bon, bah, c'est parti alors, on commence directement. Alors, def, donc ça, c'est toujours pareil, ça, il y a pas à se tromper, Hop, et lettres, on recopie. Ici, je vais vous montrer. Donc là, dans l'énoncé, là, on vous donne le nom de la fonction. Donc, vous prenez le même, qui a donné une chaîne de caractères qui s'appelle S. Donc là, on sait que du coup, étant donné une chaîne de caractères S. Voilà, étant donné une chaîne de caractères S, c'est parti. Donc, étant donné une chaîne de caractères S, S, deux points, chaîne de caractères str. Donc, c'est étant donné une chaîne de caractères et rien d'autre, donc on s'arrête là. Et ensuite, on nous dit, retourne les fréquences des lettres sous la forme d'un dictionnaire de type machin. Donc, on sait que le type de retour, ça va être ça, quoi. Ouais, sale, c'était bien def fréquente lettres. Je crois que tu auras un petit peu de décalage avec, ce que je suis en train de dire. Hop, dictionnaire. Donc ça, c'est le type de retour du coup. Ça, je vais plutôt indiquer en rouge. Voilà, ça c'est dict str int. Hop, je l'écris ici. Dict, peut-être pas en rouge. Voilà, ici, dict. Ah, j'ai écrit les lettres. Ah oui, d'accord. Merci. C'est mieux si c'est exact. Fréquence lettres. C'est mieux si tu fais des phrases. Alors, hop, on efface, on écrit fréquence lettres. Et merci, heureusement que tu es là pour signaler ce genre d'étourderie. Def fréquence lettres. Et donc un dictionnaire str int. Voilà. Alors, hop, j'ouvre les trois guillemets. Alors, est-ce qu'il y a une précondition? Alors, en général, dans le contrôle, on vous demande de définir la fonction let avec, donner la définition de machin avec précondition éventuelle, je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a des préconditions? En général, s'il y a des préconditions, vous sont indiquées là. Là, il y a rien de, les préconditions, c'est toujours sur les paramètres, d'accord? Donc, il y a qu'un seul paramètre, c'est S. On vous dit, étant donné une chaîne de caractères S, ça on l'a déjà dit, S2.str. Est-ce qu'il y a une autre restriction? Bah non, ça peut être n'importe quoi comme chaîne de caractères. Donc, il n'y a pas de précondition. Donc, comme il n'y a pas de précondition, hop, je vais mettre 3 petits points et terminé. Vous écrivez pas retourne je sais pas quoi, c'est une perte de temps et ça vous fait gagner aucun point. Et donc, ça veut dire que ça vous en fait perdre, parce que ça vous fait perdre du temps. Donc, vous écrivez, si vous n'avez pas de précondition, vous mettez 3 petits points, ça suffit. Voilà. Alors, fréquence lettres. Donc, la question, c'est comment je fais moi-même. Voilà. À chaque fois que vous devez écrire une fonction, vous devez vous demander, bon, est-ce que moi, je sais le faire? C'est-à-dire que si on me demande, voilà, si on m'écrit un fréquence lettre avec avec une chaîne comme ça particulière, par exemple, bonjour, comment ça va? Est-ce que je suis capable d'écrire en dessous moi-même, sans demander à Mister Python, écrire moi-même ce machin-là, quoi? Bah, en gros, oui, comment je ferais moi? Bah, en gros, je vais regarder une par une les lettres de la gauche vers la droite, donc je vais parcourir en fait cette chaîne de caractères, et à chaque fois que je vais voir une lettre, et ben, soit elle était déjà dans le dictionnaire, à ce moment-là, je vais l'augmenter de 1, soit c'est la première fois, elle n'est pas encore dans le dictionnaire, à ce moment-là, je crée une entrée dans le dictionnaire dans laquelle je mets la valeur 1 dedans. D'accord? Ça, c'est l'exemple classique qui est donné dans le livre. Vous pouvez vous reporter, donc c'est ce qu'on va faire. Donc, la première chose à faire, on a dit qu'on devait parcourir la chaîne S, donc ça, on va le faire, mais juste avant, il va falloir décider notre dictionnaire de retour, quoi.
Donc je vais l'appeler dict. Je vais l'appeler dico même, c'est comme ça qu'il vous l'appelle dans le livre en général. Hop, dico, type, dict. D'accord? Ça, c'est comme d'habitude, hein. On commence dès qu'on renvoie, à chaque fois, souvent, quand on renvoie une liste, quand on renvoie un ensemble ou un dictionnaire, la première chose qu'on fait, c'est on définit une variable du type qui est derrière la flèche de la signature, voilà, et on l'initialise à vide. Alors, comment j'initialise à vide un dictionnaire? Bah, j'écris juste dict, parenthèse, parenthèse, comme ça. Alors, voilà mon dictionnaire, qui est mon dictionnaire dico qui est vide. Et en même temps, je vais devoir parcourir caractère par caractère. Donc, je vais déclarer un C de type str. Donc, je n'ai pas besoin d'initialiser parce que tout de suite, je vais dire for C in S. Là, pour parcourir les éléments de la chaîne de caractères. D'accord? Donc, retenez bien que pour parcourir une chaîne de caractères, on définit une autre chaîne de caractères, mais en fait, qui va recevoir que des chaînes de caractères de longueur 1, qui sont donc des caractères. Donc, on va parcourir la chaîne comme ça. Forcer in S, alors j'avais dit, on va regarder. Si c'est in dico, alors s'il est déjà dans dico, eh ben on va dire que dico de C égale dico de C plus 1. D'accord? Je l'augmente de 1. Alors vous voyez que pour un dictionnaire, en fait, ça ressemble beaucoup aux listes, en fait. Ça ressemble aux listes, sauf qu'en fait, ce qu'on met entre les crochets, c'est pas l'index dans la liste, c'est la clé, hein, c'est le mot dans le dictionnaire que je cherche, hein. Donc ici, c'est ma clé, donc en fait, pour moi, c'est une lettre. Donc, donc si c'est dans le dictionnaire, je fais ça. Sinon, ça veut dire qu'il n'est pas dans le dictionnaire. À ce moment-là, je crée une entrée dans le dictionnaire qui est tout simplement disant dico de C, il va factorer une valeur. Et là, je vais compter 1 comme ça. Et j'oublie pas les 2 points après le else. Et à la fin, j'ai plus qu'à faire le return de mon dico. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Je vais faire une petite vérif, moi, mais est-ce que j'ai la carte de référence? Je voulais vous montrer la carte de référence. Donc, hop, carte de référence. La carte de référence, très important, il faut que vous l'ayez au contrôle, hein. Parce que ça vous dit tout ce qui est au programme, hein, tout ce que vous avez à savoir et seulement ce que vous avez à savoir, rien de plus en fait, hein. Donc c'est quand même pratique et donc il faut vraiment l'avoir consulté régulièrement pour bien savoir ce qu'il y a dedans, hein. Pour pas se retrouver à se demander à chaque fois, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou ça? C'est écrit dedans, quoi. Allez, vous avez donc là, hop, donc c'est dict ou dict, crochet, crochet. Non, quand on crée le dictionnaire vide ici, un dictionnaire vide, c'est dict, crochet, crochet. Mais on va regarder, enfin pas crochet, crochet, c'est des parenthèses ici, hein, d'accord? En général, quand je fais les crochets, je les fais bien propres comme ça. Ça, c'est bien des parenthèses, quoi. Et là, par contre, c'est des crochets. Alors, je vais essayer de vous mettre la carte de référence. Hop. Alors, carte de référence. Attends, je vais essayer de la dimensionner un peu pour qu'elle soit un peu mieux, comme ça. Alors, hop. Je crois que là, on est pas mal. Bon. Alors, les dictionnaires, c'est où? Hop, dictionnaire de dictionnaire, manipulation de tube, mais sur l'ensemble, mais sur le dictionnaire. Voilà. D'accord? Donc là, pour répondre à ta question, Supramax, ici, c'est bien dict comme ça, hein. D'accord? Dict, parenthèse, parenthèse, rend le dictionnaire vide. C'est exactement ce que je voulais faire, avoir un dictionnaire vide, quoi. K in D, hein, ça renvoie un booléen.
enfin, c'est un booléen qui dit test si K est une clé de D. Hein. C'est bien ce que j'ai utilisé moi. Est-ce que C est une clé dans le dictionnaire? Hein? D'accord? Donc, est-ce que la lettre ici, elle est dans mon dictionnaire déjà? Donc, c'est bien ce qu'on a utilisé. Et ensuite, on a utilisé la syntaxe D de K égale V. Hein? Associe la valeur V, qui est à droite du égal, à la clé K du dictionnaire. Hein? Donc, c'est bien ce que j'ai utilisé là, en disant que j'associe la valeur ici 1 à la lettre qui est contenue dans C, et je mets ça dans le dictionnaire. D'accord? Voilà, donc ça, c'est les seules choses qu'on a vues, là, du dictionnaire, mais là, on peut voir qu'il y a d'autres choses, hein. On peut demander là, le nombre d'associations qu'il y a dans le dictionnaire, hein, donc le nombre de couples entre un mot et sa définition. Ça, on l'a vu, ça, on l'a vu. Alors, on peut aussi voir des 2 cas, bah, c'est savoir qu'est-ce qui est associé à la valeur K, et ça veut dire quelle est la définition de K. Et ensuite, ça, c'est la manière d'écrire directement un dictionnaire avec des accolades, quoi, hein. Si on veut créer directement un dictionnaire avec des valeurs dedans. Voilà. Alors après, on vous dit les 2 manières de parcourir un dictionnaire. Alors pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ça peut se faire par clé, pour chaque clé dans le dictionnaire, hein. Donc on remarquez que ça ressemble à ce truc-là. Ou vous pouvez récupérer directement les couples clés-valeurs, c'est-à-dire mot définition. Il ne faut pas utiliser la fonction et lettre. Ah oui, c'est vrai. Bah, propose quelque chose, ça, là, pour me dire comment tu modifierais le code qui est là, pour le code qu'on a déjà écrit, pour à quel endroit il faudrait utiliser les lettres. Voilà, et je termine, ouais, donc les associations à chaque fois clé-valeur, c'est-à-dire mot définition dans, et à ce moment-là, il faut écrire des points items. Ça, ne me posez pas la question pourquoi c'est comme ça, c'est comme ça. D'accord? Donc soit on parcourt seulement par clé, soit on parcourt directement, si j'ai besoin des valeurs, c'est-à-dire les définitions en plus, j'écris des points items. Voilà. Alors je reviens à l'énoncé là, donc effectivement j'avais oublié dans l'énoncé qu'il fallait utiliser la fonction lettre. Alors à quel endroit utiliser une fonction et lettre? Je vais le corriger en rouge, à cet endroit-là. D'accord? Donc décaler après le fort, mais décaler avant l'autre if. Donc si est lettre de C, 2 points. Ouais, juste après le fort, exactement, Eva. Donc voilà, si c'est une lettre, à ce moment-là, j'exécute cette alternative. D'accord? Et si c'est pas une lettre, bah, je l'ignore tout simplement, quoi. D'accord? Donc elle ne sera pas rajoutée dans le dictionnaire. Voilà, donc merci d'avoir été attentive à ça, parce que moi je suis toujours dans le feu de l'action et puis je parle beaucoup et donc c'est difficile de se souvenir à chaque fois de l'énoncé. Alors je revérifie une dernière fois que cette fois-ci il n'y a vraiment pas d'erreur, quoi. Donc définir la fonction fréquence lettre qui est tournée une chaîne de caractères, retourne les fréquences des lettres sous la forme dictionnaire, voilà, sans compter les trucs qui ne sont pas des lettres. Voilà, bah, je pense qu'on est bon pour celle-là. Question suivante. Hop, question 2. Définir une fonction lettre frec max qui retourne la lettre de fréquence maximale dans un dictionnaire. Frec de fréquence, voilà. Donc, petits exemples. Donc, c'est quoi le dictionnaire de fréquence? Bah, il s'obtient, c'est ce qu'on obtenait par la fonction fréquence lettre qu'on vient d'écrire. Donc, fréquence lettre de aléa avec chaque test, ça nous renvoyait déjà le dictionnaire des fréquences. Et on veut lettre frec max. Donc là, ça va consister à parcourir. Donc là, il faut s'imaginer que frec lettre aléa avec test, ça peut se remplacer, et ça va justement se remplacer par ce dictionnaire-là. Où chaque lettre y a associé sa fréquence. Donc, si je cherchais la fréquence maximale, ici, ça serait qui? Parce que la question, c'est est-ce que vous savez le faire vous-même? Bah oui, vous savez que c'est A, là, parce qu'il y a 4. Et dans le deuxième, là, vous saurez que c'est aussi L, c'est le deuxième. Bon, alors là, c'est un cas un peu particulier, les exemples qui sont donnés là, parce que, évidemment, c'est très particulier parce que la lettre qui a la plus grande fréquence, elle est en premier, ce qui est absolument pas le cas général, hein, c'est juste un cas particulier de ces exemples-là. Il faut s'imaginer que dans le cas général, ça pourrait être, par exemple, T qui est la plus fréquente. À ce moment-là, si T valait 20, par exemple, bah, ça serait T qu'il faudrait renvoyer. D'accord? Donc si on cherche la lettre la plus fréquente, comment vous faites vous? Eh ben, vous allez regarder, vous allez lire tout le dictionnaire, quoi. Vous allez regarder un par un chaque élément du dictionnaire
Et comment vous trouvez à la fin que c'est le premier? Bah, vous avez une petite case dans votre tête qui vous dit le plus grand que vous avez vu jusqu'à maintenant, hein. Donc, comment, et l'autre question, c'est comment trouver le maximum? Est-ce que vous devez regarder tout le dictionnaire ou pas? Bah oui. Tant que j'ai pas parcouru tout le dictionnaire, je ne suis jamais sûr d'avoir trouvé le maximum, hein. Donc là, ça va se passer comment? Je vois A et 4. Ah, bon, alors je vais commencer par mettre 4 dans ma tête là, et je retiens 4. Ensuite, j'avance, je vois 1. Je fais, ah bah il est pas plus grand que 4, donc je garde le 4 dans ma tête. 2, ah bah il est pas plus grand que le 4, donc je garde le 4 dans ma tête. 1, bah pareil, je garde le 4. 1, je garde le 4. 2, je garde le 4. 1, je garde le 4. Bon, voilà, j'ai terminé de parcourir mon dictionnaire. Qu'est-ce que j'ai dans ma tête? Bah le 4, donc c'est lui qu'il faut renvoyer. D'accord? S'il y avait eu un 20 ici, et ben, je me serais dit, ah 20 il est plus grand que 4, donc maintenant c'est 20. Et puis j'aurais continué, ah bah non c'est toujours 20, et puis j'aurais terminé le parcours, et puis je me serais dit, bon bah ok c'est 20. Donc voilà, donc ça c'est le principe général. Donc on va bien regarder dans ça pour bien voir que c'est ça qui demande. Donner les fréquences qui retourne la lettre de fréquence maximale. Donc là effectivement là c'est un A, et puis là c'était un L. D'accord? S'il y a plusieurs lettres de fréquence maximale, alors on n'en retourne qu'une choisie arbitrairement. D'accord? Alors, le truc dans l'exemple que j'ai donné, c'est que dans ma tête, là, je retenais juste le nombre, la fréquence. Il faut que je retienne en plus la lettre qui lui était associée. Alors, on est parti. La fonction, elle s'appelle lettre fréqumax. Elle prend en argument un dictionnaire frec de fréquence. Alors, def lettre fréqumax. C'est parti. Def lettre frec max, ça prend en argument frex, qui est un dictionnaire de fréquences. Donc frex, et le dictionnaire de fréquences, on avait vu, c'était un dict avec ce qui est mis pour les mots, c'est un str, et ce qui est mis pour les définitions, c'est un entier. Petite flèche, ça renvoie une lettre, donc str. Précondition, bon, il y en a, a priori, il n'y en a pas. Si on était vraiment, on pourrait insister, si on voulait vraiment insister, on dirait que chaque clé du dictionnaire est de longueur 1. Bon, là, il n'y aura pas de problème avec cette fonction si jamais ce n'était pas le cas, donc pas de précondition. Donc la question c'est, alors il va falloir avoir, je vais avoir deux variables qui va être le fmax qui va être un entier. Et comme je cherche le max et que la fréquence, a priori, les fréquences là, elles sont forcément positives, hein. C'est un autre truc qu'on pourrait mettre dans les définitions, hein. D'accord? Que le dictionnaire, il a que en entrée comme clé des chaînes de longueur 1 et que les fréquences sont supérieures à 0. Bon, je vais peut-être le mettre, hein, pour faire, parce que je vais utiliser cette hypothèse-là, quoi. Je vais sûrement dire que, en fait, quoi, que frex de i est supérieur ou égal à 0 pour tout i. Je pourrais même dire enfin, ouais, même strictement positif. D'accord? Bon, alors ce qui va me dire que la fréquence maximale, au début, je vais la mettre à 0 ou même à -1. D'accord? Comme ça, je suis sûr que le premier truc que je vais voir dans le dictionnaire, je serai sûr qu'il est plus grand que -1, il va le remplacer immédiatement. Et il me faut aussi une lettre, la lettre max, hein, que je vais appeler Lmax. Attention, Fmax et Lmax. L, c'est une str. Et je vais initialiser, par exemple, à bon, un truc qui soit pas un truc qui soit pas une lettre, hein. Un point, par exemple. Ça n'a pas d'importance, hein. De toute façon, c'est jamais ça qu'on va renvoyer parce qu'on va tout de suite trouver un truc de fréquence plus grand que -1 et puis on va remplacer Lmax. Alors, comment on parcourt le dictionnaire? Bah, je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait parcourir un dictionnaire avec for et c'était écrit. Donc, on peut parcourir les deux en même temps. Alors, est-ce qu'il faut les déclarer?
Ouais, bon, on va déclarer. Donc, lettre et frec. Donc, L, je vais déclarer un L de type int, non, de type str, une lettre. F de type int, et je vais dire for lettre F, voilà, un couple lettre F, in frex, point items, hein, attention, hein. J'ai dit que si vous voulez parcourir avec les valeurs, hein, vous écrivez ça comme ça, c'est écrit dans votre carte de référence. Hein. Hein. Sinon, ça aurait été for L in frex, mais à ce moment-là, vous n'auriez pas eu les F. Hein, ce qui est embêtant parce que les F, les fréquences, et on cherche la fréquence maximale, il nous faut le F. Hein. Donc, si vous faites un for L in règle, à ce moment-là, vous avez le L. Hein, et si vous avez besoin de l'autre, vous aurez besoin d'écrire à chaque fois frex de L à chaque fois que vous avez besoin du F correspondant ici. Hein. D'accord? Bon. Mais autant récupérer les deux directement, c'est quand même plus simple. Hein. Mais quand vous faites for L in frex, hein, c'est pas perdu. Hein. Je veux dire, vous pouvez toujours aller demander. Hein. Bon, arrête-toi. Hein. Point items. 2 points. Alors, pour tous les couples lettres fréquences, c'est-à-dire mot définition. Ok, le truc a décidé de me planter encore une fois. Attendez, j'ai un petit problème technique. Ça va revenir. Il n'a pas voulu effacer les trucs. Et là, il va tout effacer, évidemment. Donc c'est tout ce qu'il a retenu. Super. Bon, bah, on va tout réécrire. Hein. Alors, fret max, j'avais dit, ça prenait les frex. Hein. Vous avez oublié les deuxièmes guillemets, on peut pas return pour une suite de chiffres, par exemple, ça bug pas. Attends, vous avez oublié le deuxième, les guillemets. Non, mais j'ai pas fait avec des guillemets, j'ai fait avec des quotes, en fait. C'est peut-être ça ta question. Hein, une chaîne de caractères, vous pouvez écrire A comme ça, mais vous pouvez l'écrire aussi comme ça. Hein. Soit vous mettez les guillemets, soit vous mettez les quotes, hein, c'est équivalent. C'était ça, dis-moi si c'était vraiment ça ta question. Alors là, il fallait un dict de str int dans lz, et j'ai jamais écrit lz. J'ai jamais écrit lz, donc je comprends pas ce que tu dis. Et ça renvoie un str. Ah, dans la précondition? Oui, oui, bah, utilise un ordinateur, c'est mieux qu'un téléphone. Alors, dans la précondition, bah, sur la précondition, elle n'était pas mentionnée dans l'énoncé, donc c'était pas forcément obligé de les dire. Je vais la remettre ici. Ah oui, j'ai oublié d'écrire pré. D'accord. Alors, vous pouvez, j'avais oublié d'écrire précondition. Vous pouvez juste écrire pendant le contrôle, vous pouvez juste écrire pré comme ça si vous, pour aller plus vite. Hein, au lieu d'écrire précondition en entrée. Donc, ce que j'avais dit comme précondition, moi, j'avais dit que frex de i est supérieur à 0 pour tout i. Voilà. Bah, c'est pas moi que je comprends toujours pas ce que tu me dis, parce que LZ, je sais toujours pas ce que c'est. Mais, voilà, donc j'avais mis ça comme précondition. Ok. Ensuite, j'avais défini L max, lettre max et sa fréquence max. Lettre max, c'est un STR. Fréquence max, c'est un entier. Lui, je l'avais mis à -1. Et la lettre max, j'avais mis un point comme ça, ça n'a pas d'importance. Et après, j'avais pris L de type STR. J'avais pris F de type int. Et j'avais fait mon parcours. For L, lettre, fréquence, in, frex, point items. 2 points. Voilà. Donc là, je suis en train de parcourir mes lettres et tout ça. Et je vais dire, si je vois que ma fréquence que j'ai dans ma tête est plus grande, non, est plus petite. Non, la fréquence que j'ai dans ma tête, c'est Fmax. Si la fréquence que j'ai dans ma tête, la Fmax, elle est plus petite que la fréquence que je suis en train de regarder, ça veut dire que c'est pas la plus grande. Quoi. Fmax n'est pas la plus grande. Fmax, il faut que je le change. Et je le change en lui mettant la valeur F1 parce que la valeur F, elle est plus grande. Je suis en train de regarder une valeur F dans mon dictionnaire qui est plus grande que celle que j'ai retenue.
Donc forcément que je la change. Je me demandais si avec une ouais, donc Supramax, je me demandais si avec une liste de chiffres, ça buggait pas la fonction. Il y a pas de liste là, c'est un dictionnaire. Mais a priori, dans le dictionnaire, il y aura pas de chiffres, hein, parce qu'a priori, on a utilisé la fonction et lettres, et donc dans le dictionnaire, on a que des lettres, ouais. Mais il y a pas de liste en fait là-dedans, il y a que des dictionnaires. Bon, ben, tu regarderas peut-être ça à te reposer, j'espère que là, tu as compris avec mon explication. Sinon, c'est pas important parce que l'objectif là, c'est quand même samedi, le contrôle, quoi. Alors, fmax, je change et je change aussi lettre max, hein. La lettre max aussi, elle a changé. Lettre max, c'est L, hein, voilà, L. Donc si la fréquence que je suis en train de regarder est plus grande que la fréquence que j'avais retenue, je change cette fréquence et c'est la lettre qui lui est associée à F, aussi je la change. Voilà. Maintenant, ce if est terminé. Est-ce qu'il y a un else? Bah non, parce que s'il y a un else, on fait rien, donc on ne va pas écrire de else. Donc ici, le if se termine et le for, il se termine là. Donc je reviens ici à cet endroit-là. Bien aligné avec le for pour continuer mon code. Bon, là j'ai terminé en fait. Maintenant, ça consiste à faire return. Là, c'est la lettre que je veux, Lmax. D'accord? Donc en fait, vous avez deux trucs dans votre tête, le Lmax et le Fmax. Le Fmax, ça sert à savoir à chaque fois quel est le plus grand que vous avez eu jusqu'à maintenant. Si vous voyez un truc qui est plus grand que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, vous changez tout. Voilà. Alors, tu as une question, on n'utilise pas la fonction présente fréquence LED. Non, pas du tout, on l'utilise pas. Hein. Vous voyez bien que LED Fréqumax, elle n'utilise pas fréquence lettre. Elle Fréqumax, elle récupère directement un résultat de quelque chose du type un dictionnaire en fait. Fréquence lettre, elle reçoit un dictionnaire. Donc, fréquence lettre, on l'utilisera seulement dans les asserts, c'est tout. Ce qui me permet de dire en passant que les asserts, vous ne les écrivez pas non plus dans le contrôle, sauf si on vous les demande. D'accord? Donc, les questions où il faut écrire des asserts, il y a écrit, on vous demande explicitement écrire les tests, écrire un jeu de test. Si on vous demande pas d'écrire un jeu de test, vous n'écrivez pas de jeu de test. Donc moi, ma fonction, elle s'arrête là. Dans mon contrôle, c'est terminé. Là, j'ai terminé. Voilà. Hop, question suivante. Vous me dites si je dois revenir en arrière, si vous n'avez pas recopié, sinon vous pourrez revoir la vidéo. Alors, dans cette question, nous aimerions effectuer notre petit test statistique sur un véritable texte. Pour cela, on a tout d'abord défini une fonction chargement texte. On va laisser tomber, quoi. Donc ça, c'est un truc quand vous avez une fonction chargement de texte qu'on vous demande de recopier. Voilà, c'est fait pour faire en TME. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en TD, parce qu'en TME, là, je suis sûr que vous allez perdre 1 heure à essayer de charger un fichier, quoi. Donc ce qu'on vous demande, c'est éventuellement d'aller télécharger un fichier sur ce site-là, qui s'appelle 9645.txt.utf8, là. Et utiliser chargement lettre, en fait, vous lui donnez le nom du fichier que vous avez téléchargé. Bon, et comme je dis que vous allez perdre 1 heure là-dessus, c'est que vous n'arriverez jamais à retrouver où est votre fichier dans votre espace de stockage, quoi. Donc, je préfère le faire comme ça. Et ça renvoie directement un texte. Donc, c'est juste un intermédiaire, c'est que jusqu'à maintenant, aller à Ajax Test, par exemple, on l'écrivait nous-mêmes. Là, c'est juste pour récupérer un texte un peu plus gros, pour avoir des statistiques un peu plus gros. Alors, donner deux expressions. Alors, bon, c'est un peu inhabituel, ça, comme question. Au lieu de vous demander une définition, on vous donne une expression. Mais une expression, c'est juste ce qu'on a vu dans le premier cours. Ça sera un truc qui viendrait devant un égal dans un assert. Récupérez le dictionnaire des fréquences des lettres présentes dans votre texte. Trouvez la lettre dont la fréquence est la plus grande. Bon, alors, c'est une question, il y a un numéro de question, c'est question 3. Alors, question 3. Alors, il y aura un premièrement, il y aura un deuxièmement. Premièrement, récupérez le dictionnaire des fréquences présentes dans votre test exemple. Permettant de récupérer le dictionnaire. Ouais, c'est vraiment, il demande une expression, mais je sais pas pourquoi ils disent récupérer. Bon, c'est pas grave. Donc, on va appeler la fonction qui qui renvoie le dictionnaire, on l'a vu, elle s'appelle, je regarde parce que je connais pas par cœur, fréquence lettre. Hop. Donc l'expression, ça va être fréquence lettre de. Là, il faut lui fournir un texte.
Et ben les textes justement, on va l'obtenir grâce à chargement fichier. Et chargement fichier, il faut lui donner un nom de fichier. Bon, alors ici le nom de fichier, je sais plus comment il s'appelle. 9645.txt, 9645.txt.utf8. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demandait. Donc, hop, hop, voilà. Donc, chargement fichier de ce fichier-là, ça va lire le fichier, ça va le transformer en une grande chaîne de caractères qui contiendra tout le contenu du fichier. Et ensuite, on appelle fréquence LED dessus, hein, comme on a appelé sur AléaJecTest tout à l'heure. Et alors maintenant, on vous demande, dans deuxièmement, c'est trouver la lettre à la fréquence la plus grande. Alors, il faut juste que je retrouve son nom. On l'avait appelé comment? Lettre fréqumax. Hop, c'est parti. Donc, l'expression, ça va être lettre frec max. Voilà. Normalement, là, si j'avais donné un nom, si j'avais écrit ici fréquence lettre FL égale ça, FL reçoit ça, là j'aurais écrit FL. J'ai pas fait ça parce que pour moi c'est pas une expression, mais donc on va tout réécrire. Lettre frex max de fréquence lettre, voilà, de chargement fichier. Bon, je vais pas m'attarder sur cette question qui est pas super intéressante. 745.txt.utf8. Hop, je ferme le quote et je ferme une, deux, trois parenthèses. 1, 2, 3. D'accord? Chaque parenthèse ouvrante correspond à sa parenthèse fermante. Hop! Voilà, je m'éternise pas là-dessus, on passe à la suivante. On a déjà pas mal de temps, j'aimerais bien consacrer encore pas mal de temps pour les révisions. Donc on va essayer de terminer. Ok, il reste une question 4. Alors, on souhaite maintenant connaître les lettres qui ne dépassent pas une fréquence donnée dans un texte. Donner une définition de la fonction lettre frec_inf qui étant donné un dictionnaire de fréquences et une fréquence seuil retourne l'ensemble des lettres de fréquence inférieure ou égale à f seuil. Bon. Et on vous donne un exemple, la fréquence lettre de L avec TGTS, donc ça va nous donner le dictionnaire où on va vous dire que A il apparaît 4 fois, que le E il apparaît 2 fois, etc. etc. Hein. Donc ça va être remplacé, ce machin-là, ça va être remplacé par A qui apparaît 4 fois, E qui apparaît 2 fois, etc. Hein. D'accord? Notez que ce sont des accolades hein, pour les ensembles hein, et pour les dictionnaires. Hein. C'est plus décroché. Alors, donc ça sera remplacé par ça, virgule 1. Hein, donc on cherche toutes les fréquences inférieures ou égales à 1. Hein, et donc il reste C, J, L, S. Hein. Vous voyez que le A et le E, ils ont disparu. Hein, parce qu'eux, ils avaient une fréquence qui est plus grande que 1. Voilà. Donc, il reste que celle-là. Alors, comment vous feriez-vous c'est ça la question que vous devez vous poser. Hein, parce qu'il faut savoir le faire vous-même avant de pouvoir le programmer. Donc, il y avait aussi C avec fréquence de 1. On va dire J avec une fréquence de 2 points, fréquence de 1. Bon, etc. Comment vous feriez-vous? Vous parcourriez le dictionnaire en regardant à chaque fois les couples. Hein. Alors, premier couple A4, A, comme le 4 est plus grand que le 1, je passe. E2, 2 est plus grand que 1, je passe. C1, A1 c'est bon. Hein. À ce moment-là, ça, le 1 est bien inférieur ou égal au seuil, donc je le prends. Hop, et puis donc, mais je le prends, c'est-à-dire que je prends juste la clé, hein, d'accord? Donc là, en fait, ça va faire un ensemble. Hein. Les ensembles, ils sont pas vraiment au programme du contrôle du mois de janvier, d'accord? C'est seulement les dictionnaires, mais bon, on va peut-être faire vite fait cet exo. Bon, c'est pour, on aurait pu le faire, renvoyer une liste aussi. Hein, cet exo-là, si les ensembles ne sont pas au programme, on peut vous faire renvoyer une liste et remplacer ces deux accolades par des crochets. Bon, alors c'est parti. Là. Donc la fonction, elle s'appelle lettre frec_inf. Et elle prend un frex et un seuil, f seuil. Lettre frec_inf. Def lettre frec_inf. Hop. Donc c'est question 4. Ça prend frex et f seuil. Alors il me faut un frex. 2 points, on va écrire son type.
et un f-seuil. Le point, on va écrire son type. Et ça renvoie, bon là ça renvoie un ensemble 7 de, alors ça va être des lettres, donc de str. Donc f-seuil, ça va être un entier. Et là, frex, ça va être un, alors là, je vais pas avoir la place, j'ai pas prévu comme il faut, quoi. Je vais l'écrire comme ça. C'est un dict de str. Voilà. Je n'oublie pas les deux points. Hop, alors comment on parcourt un dictionnaire? Pour parcourir un dictionnaire, alors le dictionnaire, c'est un dictionnaire avec une clé qui est un C par exemple. Hein, donc les mots du dictionnaire, c'est des lettres. str, voilà, j'ai pas besoin de lui dire combien il vaut. Et une fréquence f de points de type int. Et je vais dire for, voilà, lettre fréquence in frex.items. Voilà, je parcours tous les éléments du dictionnaire avec à chaque fois mots et définition. Donc ici, lettres et fréquence. Et je vais dire, alors j'ai oublié aussi, il faut que je définisse mon ensemble ans de points de type du retour set de str et je vais l'initialiser un set parenthèse parenthèse un ensemble vide. Vous avez oublié d'ouvrir les guillemets. Oui, parce que là, il n'y a pas de précondition, donc ouais, faudrait mettre ça. Donc vous le mettez mentalement, parce que là, j'ai vraiment plus de place pour le mettre, parce que j'ai oublié trop de trucs. Donc ici, mon ensemble, ans. Alors, contrairement, les listes pour ajouter, c'est append, ça ajoute à la fin. Les dictionnaires, il n'y a pas d'ordre, et le truc s'appelle add. D'accord? Ça n'a rien à voir avec une addition, hein. C'est comme ça, c'est la syntaxe. Donc l'ensemble, j'ajoute un élément dans l'ensemble, et ici, je vais rajouter la lettre à une certaine condition que je n'ai pas écrite, mais je vais l'écrire immédiatement. Si la fréquence est supérieure ou égale au seuil, non, est inférieure ou égale au seuil, est inférieure ou égale au seuil, à ce moment-là, je vais aller dans l'ensemble. Donc mon ensemble, il s'appelle ans. Ans.add de, et le caractère c'est C. Voilà. Et une fois que j'ai tout terminé, return ans. Je renvoie mon ensemble. D'accord? Donc bon, les ensembles, ils sont pas stricto sensu au programme de cette année. Donc en fait, ce qu'on aurait pu imaginer, c'est qu'à la place d'un ensemble 7 ici, on aurait eu à la place liste. Et donc ce qui aurait changé, c'est que ici, ça aurait pas été ans, ça aurait été une liste. Voilà. Et là, on n'aurait pas utilisé add, mais on aurait utilisé append. Et ici, au lieu d'écrire 7, ici, on aurait écrit crochet, crochet, comme ça, la liste vide. Voilà. Donc, ça, pour juste oublier les ensembles un moment, on aurait fait comme ça. Hein. Ça ne fait pas beaucoup de changements. Hein. Et puis ça aurait bien marché parce que de toute façon, la liste, on aurait forcément eu que des lettres différentes, puisque quand on parcourt le dictionnaire, on a forcément des clés qui sont toutes différentes par construction. Alors, question 5, donner une expression Python par obtenir l'ensemble des lettres utilisées moins de 100 fois. Bon, en gros, vous appelez cette fonction-là avec comme deuxième argument un 100, et puis ici, freg, vous refaites le chargement là, comme on avait fait jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, je termine rapidement là. Je vous laisse ça sous les yeux encore un petit moment. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez dire non. Ça me permettra d'aller encore plus vite à la suite. Puisqu'il nous reste 1 heure. Eh bien, merci de ta première intervention. Style. Stylé. Ok, bah merci, il n'y a pas de questions. Hop, on avance. Sinon, n'hésitez pas à me faire venir en arrière. Hop. Alors, maintenant, on va regarder un peu, on va passer aux révisions. Hein. Donc, jusqu'à samedi, vous pouvez réoublier. Merci à Imen aussi de ta première intervention. On va regarder un peu la tête là du devoir sur table. Alors ça, là, j'ai pris le devoir sur table. Je vois pas de T perso. Ah, c'est slime. Excuse-moi. Tu pourrais dire ça plus gentiment.
Alors, c'est parti. Donc le devoir sur table, là, j'ai pris l'exemple de celui d'il y a 2 ans, 2018-2019, hein, donc ça a changé. Il durait 1h30. Bon alors, et ça vous dit les documents autorisés, donc à chaque fois vous dit que vous n'avez pas le droit à aucune, machine électronique et vous avez le droit à la carte de référence, hein. Vous dites combien il y a de pages, on vous demande de pas dégrafer le sujet, on vous demande de répondre dans les boîtes et que la taille des boîtes, c'est à peu près, ce qu'on attend comme nombre de lignes pour vos réponses, hein. Il y a un barème qui est indicatif, voilà, et on vous dit un truc important, donc c'est important de d'écrire clairement, hein. Les exercices peuvent être faits dans un ordre quelconque, hein, donc vous aurez, je sais pas, 3 ou 4 exercices. Vous pouvez les traiter dans l'ordre que vous voulez, hein, ils sont indépendants. Pour répondre à des questions, il est possible, mais pas nécessairement utile, d'utiliser les fonctions qui sont l'objet des questions précédentes. Donc au sein d'un même exercice, c'est ce qu'on vient de faire là, hein, dans l'exercice que je viens de montrer là, on a le droit d'utiliser les fonctions précédentes, hein. C'est même recommandé, quoi. D'accord? Même si vous n'avez pas répondu, hein. D'accord? Et même si vous avez fait faux, hein, même si vous pensez que c'est faux, si à la question 1, vous avez écrit une fonction, vous pensez qu'elle est fausse, rien ne vous empêche de continuer à la question 2 et utiliser un appel à la fonction de la première question, même si vous l'avez fait fausse à la première question. Si l'appel il est correct, hein, et que votre deuxième la fonction de la deuxième question elle est correcte, à ce moment-là, vous aurez tous les points de la deuxième question. D'accord? Donc vous arrêtez pas dès que vous êtes bloqué sur une question, essayez de voir éventuellement la question suivante, en pensant toujours que vous pouvez toujours faire comme si vous aviez bien répondu aux questions précédentes. Donc là, si nécessaire, on considère que la bibliothèque des fonctions mathématiques a été importée, donc vous écrivez aucun import, ça ne sert à rien. Là, on vous dit: «C'est pas la peine de le faire». Voilà, intitulé de la question sur exception, donc donner une définition avec signature et hypothèse éventuelle, donc c'est avec précondition et on vous dit que c'est pas nécessaire de donner le jeu de test, hein, d'accord? Donc le jeu de test, jamais vous l'écrivez, sauf si on vous le demande vraiment. Voilà, et après on vous dit, bon là, en gros, il y a là, par exemple, il y avait 4 exercices, on vous donne le nom de quel exercice et après ça commence avec les exos. Donc par exemple, alors ça, je vais pas les traiter parce que tout ce contrôle-là, je l'ai traité, lundi, dans le cours avec les BGC, donc la vidéo est disponible en replay là. Je vous avais invité à la regarder éventuellement, j'espère que vous l'avez fait, sinon, n'hésitez pas à le faire ou à les télécharger directement ce contrôle-là parce qu'il est corrigé, hein. Mais dans la correction que j'ai faite, moi je l'ai faite à la correction avec la nouvelle syntaxe de cette année, hein, alors que dans le corrigé de ça, si vous le téléchargez, c'est encore les anciennes syntaxes, hein. Donc vous pouvez toujours regarder la vidéo de lundi, si vous voulez, elle est pas très loin là, elle est sur Twitch aussi en replay ou sur YouTube. OK, donc là, il vous demande une fonction et puis, après vous avez un cadre pour répondre avec des carreaux comme ça. Donc en fait, vous écrivez sur les lignes qui sont là. Et pour l'indentation, vous pouvez prendre 2 carreaux, hein, d'indentation, pas plus, hein, prenez pas 3 ou 4, hein, d'accord? Bon, vous pouvez prendre un si vous écrivez petit, hein, mais prenez 2 carreaux max, d'indentation, hein. Mais faites en sorte que vos indentations soient bien visibles, hein. Et n'allez pas au-delà de 2, hein, c'est ridicule et après vous aurez plus de place, vous allez continuer d'écrire là-dedans. Donc voilà, ça c'est juste pour montrer la tête du contrôle. Ce contrôle-là, je l'ai traité en partie, sur la vidéo de lundi, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, ce qu'on va regarder ici, on va commencer nos révisions. Donc pour commencer nos révisions, j'ai pris, un autre exo qui est issu je sais pas si c'est indiqué ici. Non, bah, c'est un truc plus ancien quoi, ça vient des annales, donc peut-être d'un DST de l'année encore précédente, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est un truc où on va revoir un petit peu les tuples. Alors il y a combien de questions dans ce truc? Parce que sinon, peut-être que je vais peut-être y revenir après, quoi. Ouais, on va commencer non, je vais y revenir après parce que je suis pas sûr de pouvoir conclure après. Si j'ai Ouais, je suis pas sûr d'avoir le temps. Donc hop, on va faire ça comme ça. Bon, alors on va commencer des révisions. Alors pour les révisions là, j'avais pris quelques notes pour, j'espère que je les ai encore. Voyons voir. J'avais pris quelques notes pour voilà.
pour revoir un peu tous les exemples ultra bateaux qu'il y avait depuis le début, hein, ce qui va nous permettre de revoir un petit peu repasser un petit peu en revue tout ce que, on a fait depuis le début de l'année. Alors la première chose qu'on avait fait, les premières fonctions qu'on a écrites, c'est des fonctions qui étaient sans boucle, c'était juste des expressions, hein. Bon, alors on va imaginer, donc je vais me donner les exos et puis on va les résoudre à chaque fois. Alors, premier truc, par exemple une fonction qui s'appellerait est divisible par. Voilà. Donc un truc ultra classique. Donc écrire une fonction avec hypothèse éventuelle, machin chouette, qui est, étant donné un entier, renvoie vrai si, enfin deux entiers, A et B, renvoie vrai si A est divisible par B, et ouais, qui renvoie vrai si A divisible par B. Voilà, ce serait ça l'exo, quoi. Alors, comment on écrirait la solution? Hein, donc ça, c'est notre problème. Donc, on va écrire df est divisible par... Hop, c'est parti. Peut-être que ceux qui ont le plus de mal, en fait, hein, ce que je vous suggère peut-être pour le TME de tout à l'heure, bon, le TME de tout à l'heure, j'ai prévu 2 exos sur les dictionnaires. D'accord? Donc peut-être qu'il y en a qui sont déjà à l'aise avec tout le reste et avec les dictionnaires, ça va bien aller, donc ils pourront faire le TME normal. Si vous êtes vraiment, c'est vraiment beaucoup de mal, ce que je vous suggère, c'est que vous notez, en fait, tous les petits exos euh, qu'on va faire là maintenant, quoi. Donc vous notez les énoncés à part, en fait, quoi, pour essayer de les refaire vous-même tout seul ensuite devant votre machine après, quoi. Hein. Et faire ça pendant le TME et puis ensuite demander si vous avez des questions, hein, plus précises là-dessus, quoi. Hein, ce qui vous permet de vraiment tout réviser jusqu'à la fin du programme qui est l'étude, en fait, quoi. Donc commencez vraiment du truc basique jusqu'au tube. Alors, et divisible par, donc ça prend un A qui est un entier, un B qui est un entier, et ça renvoie vrai ou faux, donc ça renvoie un booléen. D'accord? Alors, c'est parti pour les préconditions. Pré. Alors, les préconditions, c'est avec des entiers naturels. Donc, on va dire que A est supérieur ou égal à 0, and. Et par contre, B, lui, comme divisible par B, hein, pour être divisible, déjà, il ne faut pas être nul, hein. Et B strictement positif. Donc voilà, on va prendre ça comme précondition. Hop, je m'arrête là. Je suis en contrôle, j'ai pas besoin d'écrire return tout ça. Hop. Et donc, c'est quoi la solution? Return. Vous pouvez pas participer, n'hésitez pas, hein, si vous aviez déjà la réponse. Donc, pour savoir si un nombre A est divisé par B, on écrit A modulo B si c'est égal à 0. Hein. D'accord? Ça nous permet de revoir ça aussi. Hein. D'accord? Un nombre est divisible par un autre si le reste de la division de A par B vaut 0. Hein. D'accord? Hein, quand vous posez votre division avec un nombre A divisé par un nombre B, hop, vous calculez, vous allez trouver le quotient ici, et là, vous allez trouver le reste à la fin. D'accord? Si vous faites la division là et que le reste, à la fin, il vaut 0, hein, c'est-à-dire que la division est tombée juste, hein, donc ça veut bien dire que A est divisible par B. Hein. Donc c'est ça que le pourcent signifie. A% B, ça signifie tu prends un B et tu me renvoies le reste qu'on trouve à la fin. Hein. Alors que pour trouver le Q, quelqu'un m'écrit dans le chat et je le compléterai tout à l'heure. Comment je trouve le Q qui est ici? J'attends votre réponse. En attendant, on va passer au deuxième petit exo que j'ai prévu là, qui va être et premier. Donc comment trouver, enfin pareil, un autre prédicat qui m'ont dit si vrai, si A est premier. Un premier de n, vrai si A premier. Avec deux barres exactement, enfin deux slash, merci Eva. Donc là ici, hein, si je veux avoir le Q ici, le quotient, c'est A divisé par B. Hein. D'accord, le double divisé là, le double barre, la double slash, c'est pour faire la division entière. Hein. Donc les deux, ils vont ensemble, hein, d'accord? C'est les deux parties de cette opération de division que vous avez vu quand vous étiez petit, pour faire des divisions comme ça à la main. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, c'est très important ces deux opérations-là, et c'est vraiment les opérations où on reste dans les entiers. Hein. On ne sort pas des entiers, hein, et ça ne renvoie jamais de flottant, hein, ces trucs-là.
D'accord? Et ça s'utilise qu'avec des entiers et ça ne produit que des entiers. Pour le suivant, donc est premier, je vais le faire à la page suivante. Alors, si je devais écrire une fonction qui me dit si un nombre est premier, donc def, et en même temps, ceux qui ont du mal, là, vous notez est premier pour pouvoir essayer de le refaire tout seul tout à l'heure. Est premier, donc il me faut un entier n, voilà, et ça renvoie un booléen vrai ou faux si le nombre est premier ou pas. Précondition, on va prendre n supérieur ou égal à 2, hein, parce que sinon ça passe un peu pénible, quoi. D'accord? Donc on a le droit que qu'on nous donne des entiers de n supérieur ou égal à 2. Alors, comment on va faire ça? Bon, alors vous pouvez faire un crypt d'Eratosthène, des choses compliquées là, pour énumérer nombre premier, trouver la décomposition en facteur premier. Bon, prendre le premier divisé par 1 ou lui-même. Mais ça, c'est la définition sale, c'est très bien. Mais pour l'instant, c'est pas opérationnel, hein. D'accord? Ça, c'est la définition mathématique, mais ça, je peux pas écrire ça en Python, quoi. Voilà. Je peux pas écrire premier de, je sais pas, il y a pas d'instruction qui me dit le premier de quelque chose, quoi. Donc il faut que je trouve une manière avec tout ce qu'on a le droit de faire en Python et qui est sur la carte de référence. C'est-à-dire on a le droit de faire des boucles for sur des listes ou sur des ranges ou sur ce qu'on veut. On a le droit de faire des calculs de divisibilité, des choses comme ça, quoi. Donc on pourra utiliser les divisibles. Voilà. Bon, alors la méthode la plus bourrine, parce que comme c'est pas vous qui faites les calculs, c'est simple, hein. Un nombre, il est premier si jamais j'essaye de le diviser par tous les nombres qui sont plus petits que lui et qui sont supérieurs ou égaux à 2 et que ça marche jamais, quoi. On cherche tant que c'est pas divisible vers autre chose que lui-même. Ouais, et puis ce que j'ai rajouté, c'est que aussi il faut on va pas les chercher jusqu'à l'infini, hein, parce que sinon le programme s'arrêterait jamais. Alors, on va essayer de le diviser par des d de points entier, et on va dire for d in, et alors là on va revoir comment on fait un range. Donc je vais aller range, je vais essayer de diviser entre, bon, diviser par 1 ça a toujours marché, hein, donc je vais essayer de diviser entre 2. Ouais, c'est ça. 2 et n, d'accord? Et je vais dire si n est divisible par d, donc est divisible, hein, j'ai le droit d'utiliser la fonction précédente, hein, même si je ne l'ai pas faite, même si elle est fausse. Si n est divisible par d, à ce moment-là, c'est même pas la peine d'essayer les autres nombres, return true. Hein, pardon, c'est faux. Je suis sûr qu'il n'est pas premier parce que il est divisible. Attention, ne surtout pas écrire else return true là. Ça, c'est n'importe quoi parce que quand vous allez rentrer dans la boucle, il va faire le if, soit il va, ça c'est vrai, il va aller là, soit c'est faux, il va aller là, mais d'une manière ou d'une autre, il va aller là ou là, et donc il va faire return. Donc votre boucle, elle sert à rien parce que au premier tour, il sort. D'accord? Donc ne jamais faire ça. Donc je m'arrête là, il n'y a pas de else en fait. Donc, parce que si je trouve qu'il est divisible, à ce moment-là, je m'arrête, je sais qu'il n'est pas premier, c'est même pas la peine d'essayer d'autres nombres. Par contre, si j'ai fait toute ma boucle, donc si j'ai parcouru tout l'ensemble des nombres qui est là, sans jamais avoir trouvé un diviseur, à ce moment-là, c'est là que j'écris, là, après avoir terminé la boucle, return true, j'ai fait toute ma boucle sans jamais trouver de diviseur, donc là, après la boucle, je sais qu'il est premier. Voilà, alors attends, évidemment là, si vous prenez le nombre 3, il va pas tester jusqu'à 3, hein. Hein, le n, il est exclu là, hein. D'accord? Sinon il dirait toujours que les nombres, ils sont pas premiers, hein, parce qu'un nombre est toujours divisible par lui-même, hein. Donc là, quand j'écris 2n, ça veut dire que je vais parcourir tous les d, au parcourir entre 2 inclus et n exclus, hein. C'est-à-dire qu'il va s'arrêter à n-1, hein. C'est très important ça. Donc voilà pour une fonction est premier. Bon, alors maintenant on peut imaginer
d'autres exercices. Par exemple, quel est le énième nombre premier? Hmm, pas mal. C'est quoi le troisième nombre premier? C'est quoi le troisième nombre premier? 2, 3, 5, c'est 5. Un peu mieux que ça. C'est 5. Le cinquième nombre premier. Donc après 5, il y a 7, 8, 9, 10, 11, c'est 11. Voilà. Donc si je veux le énième nombre premier, comment je fais? C'est la question. Bon, alors c'est parti, on va créer une fonction. Def énième premier. Qu'est-ce que ça prend en argument? Est-ce que j'ai besoin de lui donner quelque chose en entrée? Ben non. Donc pas d'argument, par exemple. Mais par contre, il va m'envoyer un entier qui est le énième nombre. Ah si, j'ai besoin du énième, parce que je raconte n'importe quoi. Hop, j'espère que le chat va bientôt me dire, grâce au décalage que je fais en train de faire n'importe quoi. Donc n de point int. Voilà, et ça renvoie un entier, mais qui n'est pas de la même nature. Là, ça va rentrer le nombre premier correspondant. Alors, précondition, évidemment, je veux que ça commence au premier, au deuxième, au troisième, donc n supérieur ou égal à 1. Donc j'écris pré, hein, vous n'êtes pas obligé d'écrire précondition en entier, vous avez écrit juste pré, deux points, n supérieur ou égal à 1. D'accord? Je demande à partir du premier nombre. Je ne sais plus si j'avais écrit pré dans les préconditions de précédent. Là, j'ai oublié le pré, là. Là, pré, deux points. Alors, je reviens là. Donc, précondition. Alors, comment je vais trouver le énième nombre premier? Comment vous feriez-vous? Bah, en fait, moi, je l'ai fait un petit peu là quand j'ai expliqué ça. Comment je fais? Bah, en fait, j'énumère les nombres premiers et puis je m'arrête hein, quand je suis égal à n. Donc, en fait, j'ai un i qui au début vaut 1. Si je veux le dixième nombre premier, je prends un i qui vaut 1 au départ. Et puis ensuite, je vais le faire augmenter à chaque fois que je vais trouver un nombre premier, quoi. 2, 3, et jusqu'à arriver à 10. Et à 10, je m'arrêterai et je dirais, OK, le nombre premier que j'ai, c'est le bon. Alors, comment je vais parcourir un nombre premier? Bah, en fait, c'est difficile de parcourir un nombre premier. Mais alors, je sais que la question présente, j'ai un truc qui me dit si un nombre est premier. Donc, en fait, ce que je vais faire, et j'imagine que vous pourriez faire aussi, donc ça, c'est l'idée qu'il faut avoir, c'est que je vais parcourir tous les nombres entiers, enfin, tous les nombres entiers. Je vais commencer à parcourir tous les nombres entiers, et en fait, je vais demander à chaque fois s'il est premier. Et à chaque fois que j'en vois un qui est premier, là, je vais augmenter mon compteur, jusqu'à ce qu'il atteigne, ici, le nombre n qui est demandé. Alors, je vais le faire, ça va peut-être devenir plus clair. Donc, j'ai dit que je prenais un i. I qui est un entier, initialement, qui va valoir 0. D'accord? Et ce i, je vais l'augmenter à chaque fois que je vais voir un nombre premier. Et je vais leur dire, tant que i est strictement inférieur à n, hein, tant que i n'a pas atteint le n, du énième que je veux, ce que je vais faire, c'est que il faut aussi un truc qui énumère un nombre premier. Donc le while, je vais le décaler en dessous. Je vais déclarer une autre variable. Alors, je suis en train de le... J'ai un gros décalage là. Vas-y, hop, merci. Alors, tant que i, voilà ce que je voulais, tant que i est strictement inférieur à n, je vais faire un truc, et je vais avoir un p qui va énumérer, moi, les nombres premiers. Hein. Donc, il va être un entier, et initialement, il va valoir 0 aussi. Et je veux dire, tant que i inférieur à n, au lieu de commencer à 0 pour le i, je vais commencer à 2, à 1, non à 2. Hein, parce que je sais que les nombres premiers commencent à 2. Du coup, c'est p strictement inférieur à n. Non, non.
Je veux le pème nombre premier. Si je veux le 10e nombre premier, enfin, vous voyez bien, le P, c'est lui, c'est un nombre premier, et le n nombre premier, ça n'a rien à voir, hein. Si je veux le 5e nombre premier, le nombre premier, il est beaucoup plus grand que celui-là, quoi. Alors, tant que i est strictement inférieur à n, je vais demander si i est premier, donc si est premier de i, hein, si i est premier, à ce moment-là, je le mets dans P, et i, je l'augmente, et voilà, et i, on va l'augmenter, P égale i, je vais l'augmenter. Attendez, il y a un truc qui va pas, et je vais l'augmenter. Ah oui, mais il faut même pas un compte. Si, ça peut pas être mon compteur, ouais, c'est ça, quoi. Non, oui, c'est ça. Donc P, ça doit pas être mon premier, c'est mon compteur, en fait. Oui, donc là, c'est l'étude que je ferai au brouillon, hein, pour un truc quoi. Donc mon compteur C, là. Donc tant que mon compteur de nombre premier C, il est inférieur à n, si s'il est premier, à ce moment-là, j'augmente mon compteur. Donc j'augmente mon compteur, donc C égale C plus 1, et à chaque fois, je vais faire chaque fois I égale I plus 1 pour aussi augmenter le I, quoi. Et à la fin, en fait, quand j'ai terminé, c'est vos n, et j'aurai plus qu'à retourner. C'est parce que je me serais toujours arrêté sur un nombre premier. Alors maintenant, on va vérifier effectivement en faisant une petite étude à côté là. On va tester sur un exemple si ça marche bien. Imaginons que faudrait que je fasse tourner nième, hein, parce que là il y a encore éventuellement des trucs à corriger, hein, peut-être des petits décalages. Donc le nième, je vais prendre l'exemple qui était là, je veux le nième premier de 5, hein, qui devrait me donner 11. Nième premier de 5. Alors pourquoi on retourne n? Non, en plus j'ai dit C pendant que j'étais en train. Est-ce que je retiens mon premier quelque part? Non, on renvoie I en fait. Hop. Mais bon, j'en serais rendu compte en faisant mon étude, c'est pour ça que je suis en train de mon étude. Là, je garantis pas encore que le truc est correct, hein. Il faut déjà faire mon test ici. Donc je TCN premier de 5 et je voudrais trouver 11. Alors, c'est parti. Donc je vais faire mon petit tour là. Il me faut le tour de boucle, ici. Et les variables qui m'intéressent qui changent, c'est I et C. Bon, c'est C qui change en ouais, bon. I et C. Hop, tour de boucle, I et C. Entrée. Alors, pour l'entrée de boucle, combien vaut I? Il vaut 2. Combien vaut C? Il vaut 0. Alors, c'est parti. À la fin du premier tour de boucle, on me demande, est-ce que C est strictement... Alors, le N ici, c'est 5. Hein, d'accord? N égale 5. Il ne va jamais changer. Lui, hein. Alors, premier truc, est-ce que ici, le C inférieur à N, est-ce que 0 inférieur à 5? Oui. Donc, je demande, est-ce que I est premier? Est-ce que 2 est premier? Oui. Donc, C égale C plus 1. Donc, C passe à 1. Et I égale I plus 1, I passe à 3. Deuxième tour de boucle. Est-ce que C est inférieur à N? Est-ce que 1 est inférieur à 5? Oui. Donc, je demande, est-ce que I est premier? Est-ce que 3 est premier? Oui. Donc, C égale C plus 1. Donc, je passe C à 2.
Et je vais commencer à serrer un petit peu. Je passe C à 2, et I égale I plus 1, il passe à 4, lui. Tour de boucle suivant. Est-ce que C inférieur à N? Oui, 2 est inférieur à 5. Est-ce que 4 est premier? Non. Donc il ne fait pas C égale C plus 1. Donc C ne va pas changer, il va rester à 2. I égale I plus 1, I passe à 5. Donc ça c'est au troisième tour. Quatrième tour. Est-ce que C est inférieur à N? Est-ce que 2 est inférieur à 5? Oui. Donc, je demande, est-ce que I est premier? Est-ce que 5 est premier? Oui. Donc là, j'augmente le C qui passe à 3. Et I égale I plus 1, I passe à 6. Cinquième tour de boucle. Est-ce que C inférieur à N? Est-ce que 3 est inférieur à 5? Oui. 3 est strictement inférieur à 5. Est-ce que 6 est premier? Non. Donc je ne le change pas, lui, il va rester à 3. Et I égale I plus 1, hop, il passe à 7, lui. Sixième tour de boucle. Est-ce que c'est inférieur à N? Est-ce que 3 est inférieur à 5? Oui, 3 est strictement inférieur à 5. Est-ce que 7 est premier? Oui, donc C, je l'augmente, passe à 4. Et le I, il augmente aussi, il passe à 8. Ensuite, septième tour de boucle. Il va falloir que je fasse une petite manip là. Hop. Septième tour de boucle, C est toujours strictement inférieur à 5. Est-ce qu'il est premier? Est-ce que. Qu'est-ce que j'ai écrit? Est-ce que 8 est premier? Non, donc il reste à 4. Lui, il passe à 9. Huitième tour de boucle. Est-ce que 9 est premier? Non, donc lui il reste à 4, lui il passe à 10. Neuvième tour de boucle. Est-ce que 4 est strictement inférieur à 5? Oui. Donc, est-ce que 10 est premier? Non. Donc, lui il reste à 4, lui il passe à 11. Tour suivant, je l'écris là-haut. Dixième tour. On peut faire ça depuis le début. Dixième tour. Est-ce que C est inférieur à 5? Oui. 4 est strictement. Le 4 qui est ici, il est bien strictement inférieur à 5. Donc, maintenant, est-ce que 11 ici, est-ce qu'il est premier? Cette fois-ci, oui. Donc, je fais le C égale C plus 1. Donc, C passe à 5. Je vais écrire mieux. Voilà, 5. Et I égale I plus 1 ici. Donc là, ça passe à 12. I égale I plus 1. 12. Tour de boucle suivant, est-ce que C est strictement inférieur à N? Est-ce que 5 ici est strictement inférieur à ce 5-là? Non. Donc là, je sors et je renvoie I, c'est-à-dire je renvoie 12. Donc ça va pas. Parce que moi, je voulais que ça soit 11. Comment je corrige? Ah oui, moi je connais pas les solutions des fonctions par cœur. J'écris une solution qui m'a l'air pas mal. Je la teste dans ma tête. Bon, là, j'ai peut-être testé avec un exemple un peu long. On aurait pu le tester plus rapidement avec le troisième C5. Ça aurait été plus malin. Mais là, c'était pour bien vous faire montrer. Donc, même moi, je ne sais pas a priori si ma fonction va marcher, mais en l'essayant comme ça, je vais voir. Donc, comment je corrige là? Parce que là, il va me renvoyer 12, ce qui n'est pas du tout ce que je veux. Il renvoie I après. Mais le I, il vaut 12 là, c'est pas ce que je veux. I-1 exactement, il va. Hop. Donc, correction. Hop. Moins 1. Voilà. Golden. On utilise I à 1. Alors, c'est une autre solution. Mais alors, ça va pas. Alors, bon, je vais mettre la solution qui va bien. I-1, c'est ça qui marche à tous les coups. Parce qu'en fait, on va toujours s'arrêter à la fin. Il va toujours faire une incrémentation de trop, en fait, quoi. Donc là, coche article, c'est bien I-1. Voilà. Alors, Golden, tu dis, on initialise I à 1. Le problème d'initialiser I à 1, ça veut dire que là, au premier tour, tu vas demander si 1 est premier, en fait, quoi. Il va te dire non. Et donc, tu vas toujours avoir le même problème, en fait, quoi. En fait, là, à ce moment-là, il faudrait que tu mettes, si tu commences à 1, il faudrait écrire I plus 1 ici, à ce moment-là, quoi. Il faudrait faire deux choses, Golden, si tu voulais corriger comme ça, quoi. D'accord? Mais le plus simple, c'est juste d'obtenir la valeur qui était juste à. Le 12, ça m'allait pas, mais c'était la valeur juste avant le 12 qui m'allait. Donc, juste I-1, et puis c'est réglé, quoi. Voilà, voilà. Hop.
Et ben ça c'est très bien. Bon alors voilà un autre petit exemple. Donc ça c'était pour avoir le énième nombre premier, hein, petit exemple. Maintenant on va regarder par exemple si, alors il est quelle heure? Ouais, il reste une demi-heure. Heu, on fait quand les imports Turtle? Jamais. Je connais la bibliothèque Turtle de Python, mais a priori non, c'est pas prévu. Vous aviez juste des, non, on fera pas de Turtle, peut-être en dehors de d'un cours quoi, mais rien ne t'empêche d'en faire en fait, quoi. Faut pas attendre que ça arrive en alors, mais c'est vrai que c'est marrant les turtles, mais a priori non, c'est pas programme. Énième premier, c'est bon. Alors peut-être un autre exemple, ce serait, nombre de premiers, quoi. Combien il y a de nombres premiers inférieurs à une certaine valeur, quoi? Ou, combien de premiers compris entre, alors, combien de premiers, ça va être plus facile ça. Ça, c'est pour montrer qu'il y a toujours la 2 versants de combien de premiers entre A et B, par exemple, inclus. Voilà, ce serait ça notre problème, hein. Donc c'est pas du tout le même problème que ce que je viens de faire à l'instant, hein, dans la question précédente. La question précédente, je demande les énièmes nombres premiers. Énième nombre premier, hein. Ça n'a rien à voir, c'est combien il y a de nombres premiers entre telle valeur et telle valeur. Alors c'est parti. Def, je sais pas comment l'appeler, quantité, oh, c'est chiant de trouver le nombre. Allez, nombre prum entre, on va appeler comme ça. Alors ça, il y aura des variantes et des invariants. Ça peut tomber les variants et les invariants évidemment, quoi. Mais en général, c'est une question sur le contrôle, hein. Mais oui, oui, ça peut tout à fait tomber en fait, quoi. Mais là, l'invariant, ça serait de dire que à chaque fois que, comment dire? Est-ce que là, il y aura un invariant évident, le premier? Parce que ça dépend s'il est premier ou pas, quoi. Oui, je sais pas, ça serait une histoire en disant avec i en fait, quoi. Il augmente comme ça, lui 0, 1, 2, 3, 4 quoi. On va dire, enfin une référence entre i et le troisième avec c, quoi. Le troisième premier et il faudrait retenir pour l'invariant le tant que lui il augmente pas là, le plus petit qu'on avait à ce moment-là, quoi. Un truc dans le genre là, quoi. Mais bon, on vous poserait pas une question d'invariance sur un truc comme ça serait trop dur. Nombre premier entre A qui est un entier et B qui est un entier, ça renvoie un entier, hein, vous avez un nombre de premiers. Précondition pré, hein, ça suffit. Alors il faut que A soit inférieur ou égal à B et A soit supérieur. On va reprendre supérieur à 2 hein, parce qu'on avait mis ça comme précondition du premier, parce que peut-être pas, c'était pour m'éviter d'écrire des livres, donc on va faire comme ça. Bon, on imagine que c'est comme ça les préconditions. Voilà, donc nombre premier entre ça et ça. Alors comment on va faire? Bah, comment feriez-vous pour compter le nombre premier entre telle valeur et telle valeur? Bah, vous énumérez toutes les valeurs entre A et B, et à chaque fois que vous voyez un premier, bah, vous incrémentez un compteur, quoi. Donc ce qu'il nous faut, c'est un compteur qui initialement vaut 0, hein, donc de type int. Compteur de type int au début qui vaut 0, hein, parce que j'ai vu aucun premier. Et ensuite un petit truc, une petite valeur de parcours là, i de point un entier, que je vais pas initialiser parce que je vais dire directement for i in range. Là, dites-moi ce que je mets dans le range, et je vais dire, dites-moi dans le chat, hein, si est premier de i, à ce moment-là, j'augmente mon compteur. CPT reçoit CPT plus 1. J'augmente mon compteur. Et à la fin, alors j'écris pas le return ni là, pas ici, hein, ni là, hein, parce que là on est encore dans la boucle, en dehors de la boucle, ici, return. Je renvoie mon compteur ici, parce que j'ai compté combien il y a de premiers. Alors qu'est-ce que je mets dans mon range? Je vous écoute. Alors Eva, je sais pas si tu es dyslexique ou pas, quoi.
Mais tu as tout à fait raison. Voilà. Alors, très important ce qu'a dit Eva, quoi. C'est, elle a bien mis +1, pourquoi? Parce que si elle met pas +1, le B, il est exclu. Alors que là, je veux entre A et B inclus. D'accord? Donc là, c'est très important d'écrire B +1 et de ne pas se tromper. Et donc Eva a tout à fait raison. Hop, donc voilà ma petite fonction, combien il y a le quantité de nombres premiers entre une valeur A et une valeur B avec les deux qui sont inclus, hein. N'oubliez jamais, je l'ai répété 150 millions de fois, le premier élément du range, il est inclus. Le deuxième, le truc final du range ici, il est toujours exclu, hein. D'accord? Pensez que c'est toujours des intervalles de ce type-là, hein, en les écrivant, hein. Intervalles de type comme ça, quoi. Intervalles d'entier comme ça. Voilà, donc hop, il nous reste 25 minutes. Donc ça, c'est le nombre de nombres premiers. Alors, c'est ultra classique ça, hein. Vous avez déjà rencontré ça dans les exercices qu'on a vus jusqu'à maintenant. Vous avez toujours des espèces d'exercices où on demande, avec une certaine propriété booléenne, c'est quoi le énième nombre qui a cette propriété? Et vous avez aussi là le truc, c'est combien de nombres entre telle valeur et telle valeur ont la propriété? Alors Romain de Berlin, optimisation, c'est heu ouais, oui, on pourrait, oui, c'est pas mal comme idée. Le problème, c'est qu'il y a un cas particulier, hein. On peut faire plus simple, il y a jamais 2 premiers qui suivent, sauf 2 et 3, hein. Donc 2 et 3 ils se suivent et donc a priori, il faut faire un cas particulier, pour le cas, effectivement où c'est 2. Donc ça risque d'être très chiant, mais donc c'est une bonne idée, mais là, comme je fais une petite préparation pour un contrôle, ça rapporte aucun point d'optimiser, là, dans ce cas-là, quoi. C'est possible que dans certaines questions, ils demandent, dire qu'une solution, un peu meilleure donnera un bonus, mais là, on va se retrouver à faire déjà un cas particulier pour le cas du 2 et du 3, hein, Romain. Hop, ça, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc là, voilà pour les nombres premiers, bon, les trucs ultra classiques, une propriété sur un nombre, combien de nombres ont cette propriété et entre telle valeur et telle valeur et puis, quel est le énième nombre qui a cette propriété? Si vous regardez dans votre cahier d'exercice, on a déjà fait un autre exercice qui était sur ce genre-là, quoi. Alors, c'est parti. Maintenant, petite révision sur les chaînes de caractères, STR. Bon, l'exercice qu'on vous a donné en cours, hein, c'est, voilà, par exemple, nombre d'occurrences de E, nombre d'apparitions de E de la lettre E, hein, dans un texte, dans une chaîne. Donc, c'est parti. Def, apparition. Donc, S, une chaîne, et je veux en retour un entier. Précondition, bon, il y en a pas, hein, n'importe quelle chaîne fera l'affaire. Alors, comment je compte le nombre d'apparitions dans une chaîne de caractères? Bon, par exemple, dans disparition, il y en a 0. Mais comment je peux savoir qu'il y a 0 lettre E dans disparition? Bah, je suis obligé de parcourir toute la chaîne, de gauche à droite, dans l'ordre. Je vais comparer lettre par lettre. Romain, ouais, oui, j'ai bien remarqué que tu n'étais pas, a priori, un étudiant de ce cours-là. Oui, c'est un cours en ligne, quoi. Mais si ça t'intéresse, tu peux rester, hein. Ça me dérange pas quand il y a des interventions pertinentes. Sinon, ouais, t'inquiète pas, bonne journée. Alors, on suit la disparition ici. Donc, je parcours caractère par caractère, hein. Comment je le fais moi? Un caractère par caractère, je regarde. D, est-ce que c'est un E? Non. I, non. S, non. Et donc, je vais arriver à la fin, j'aurais jamais vu de E. Bon. Donc, à la fin, je dois censé être envoyé 0. Alors, si j'ai un autre truc, par exemple, élève, ici, comment je vais faire? Bah, il me faut un petit compteur initialement j'initialise à 0 et hop, dès que je vois un, je vais parcourir pareil, hein, dès que je vois un E, hop, j'augmente le compteur. Donc là, il passe à 1. L, non, c'est pas un E, je passe. Deuxième, encore un E, j'augmente mon compteur, il vaut 2 maintenant. V, bon, c'est pas un E. E, là, j'augmente mon compteur, maintenant il vaut 3. Et quand j'ai terminé, hein, je suis obligé de voir toute la chaîne en entier pour savoir exactement combien il y a de nombre E. Donc un parcours complet de la chaîne, ça veut dire pas de return à l'intérieur du for. Donc, j'ai dit qu'il faut un compteur. Bon, alors CPT qui est un entier
au début il vaut 0, hein, parce que j'ai rien vu, et je parcours ma chaîne, for, alors pour parcourir la chaîne, il me faudra un C de type str, hein, pour le caractère. J'ai pas besoin d'initialiser parce que j'utilise le for C in S. Voilà. Donc pour chaque caractère C dans S, je vais dire si C est un E, à ce moment-là, j'augmente mon compteur, hein, décalé comme ça. CPT égale CPT plus 1, voilà. Et c'est seulement après avoir complètement terminé, hein, le return pas à l'intérieur du for, après le for, donc aligné avec lui comme ça. Return, c'est voilà, mon compteur. Voilà. Bon, on pourrait imaginer autre chose, une fonction qui est un peu plus générique, hein, qu'on pourrait appeler occurrence, hein, c'est comme ça qu'elle est dans votre cours. Et ici, rajouter un deuxième paramètre qui serait lettre de type str. Voilà, je rajouterai virgule, lettre, virgule, un deuxième paramètre là. Et là, à la place du E, ici, là, je mettrai ici lettre. On retourne pas CPT? Oui, c'est CPT. C'est parce que je pensais que c'était mon compteur. Pour une question rhétorique. Hop. Voilà, donc je reviens. C'est une occurrence. Là, je pourrais rajouter un deuxième paramètre avec une lettre. Et ici, au lieu de. Parce que celle-là, avant, ma fonction apparition, elle marchait que pour le E. Si je veux qu'elle marche avec n'importe quelle lettre, hein, je mets une variable lettre. Et puis, je dis ça comme ça, quoi. Voilà, donc là, on aurait une fonction qui compterait le nombre d'apparitions d'une chaîne de caractères. Donc, ça me permet de vous remontrer comment on parcourt une chaîne de caractères comme ça. Il y a une deuxième manière de parcourir les chaînes de caractères, bon, ça, on s'en fout. J'aurais pu prendre un i de type int et dire for i in range de 0 len de s, 2 points, 2 points, si tu veux bien mettre un 2 points, voilà, 2 points, je sais pas où, hein. Et là, j'aurais dit, à ce moment-là, j'aurais dit si, non pas c, mais s de i est égal à un e, d'accord, etc. Et après, ça sera la même chose, quoi. D'accord. Donc, notez bien les deux manières de parcourir les chaînes. Donc, forcer in S, hein, si vous voulez récupérer caractère par caractère. Donc, du coup, là, vous avez directement le caractère. Sinon, for i in range 0, longueur de S. Mais celle-là, i, cette fois-ci, c'est un entier. Hein. Si vous voulez récupérer le caractère, vous êtes obligé d'écrire S de i. Hein. Donc, le S de i, ça revient au même que le C qui est ici. Hein. Donc, les deux manières sont strictement équivalentes. Mais ça, c'est parcourir par indice dans la chaîne de caractères. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un quart d'heure environ. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Bon, voilà. Donc, pour la chaîne de caractères, c'est en gros ce qu'il y a à savoir. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses. Après, il y a d'autres trucs pour les chaînes de caractères. N'oubliez pas que vous pouvez les concaténer avec l'opérateur plus ici. Hein. Hein. Si j'ai Toto plus Baba, hein, ça me donne Toto Baba. Hein. D'accord? Donc, vous pouvez, comme ça, vous pouvez prendre deux chaînes de caractères, les mettre ensemble, comme ça. De toute façon, il suffit de regarder votre carte de référence. Hein. On va la regarder vite fait. Ça serait pas mal ça. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans les spécifications? On a revu qu'on pouvait faire des AND, des OR et des NOT. Là, AND, OR, NOT, ici à cet endroit-là. Les opérations, on a vu les tests. Hein. Voilà, différents tests possibles entre des entiers. D'accord? Ensuite, les opérations classiques. Alors, je vais pas parler encore de la puissance. Là, si vous avez besoin d'une puissance, ce sera étoile. La division, mais celle-là, ça fait qu'il y a un flottant. On a revu la division entière et le modulo ici. Hein, division entière, modulo. Min, max, valeur absolue, ça on n'en a pas vu. SQRT, tout ça, mais bon, ça vous pourriez l'utiliser si c'était nécessaire. Bon, les fonctions de conversion, si vous voulez convertir en un truc en un entier ou en un flottant, une chaîne de caractères, ça existe, mais c'est assez rare de les utiliser. Voilà. Et donc là, on a regardé les chaînes de caractères. Donc là, je viens de vous reparler de la concaténation ici, avec Toto Baba là.
Le IM caractère, ça je vous l'ai montré aussi. Prendre une sous-chaîne, là, je vous ai montré ça, on avait vu ça dans les exercices là on a juste vu le S2I pour l'instant. Et longueur de S, ça je vous l'ai montré aussi dans l'exemple avec le boucle for, avec la boucle for, ici où je demande, ici je parcours de 0 à la longueur de la chaîne moins 1 du coup, hein, parce que là c'est exclu. Ah, j'ai une question hors sujet, mais c'est un peu, est-ce qu'on aura utilisé random? Non, non, il n'y aura pas de random, hein. Le random, c'était juste une expérience d'une année, mais ça ne se reproduira plus, quoi. Donc pas de random du tout, que des exercices déterministes. Alors, je continue sur la carte de référence, on était aux chaînes de caractères. Voilà, chaîne de caractères, il y a juste ça à savoir. C'est très important, il y a vraiment que ça à savoir, pas plus, hein. Donc n'inventez pas de la syntaxe ou autre chose, quoi, ne prenez que des choses qui sont dans la carte de référence, hein. Donc maintenant, on va réviser un petit peu les listes et après les tuples, hein, il nous aura en un quart d'heure, on va essayer de faire vite, quoi. Ça va être compliqué, mais bon, ça va être compliqué. Mais alors sur les listes, hein, on va voir que donc la liste vide, c'est ça. On peut écrire une liste explicitement. Append pour ajouter un truc à la liste. Concaténer les listes comme les chaînes de caractères, on peut, avec plus. Avoir le IAM élément. Une sous-liste, hein, une sous-liste avec un certain pas, on a eu les trucs, et la longueur de liste. Voilà. Donc, les expressions pour la liste, hein, c'est très proche des chaînes de caractères. La seule différence, c'est que les listes, vous pouvez les changer avec append, ajouter les éléments dedans, alors qu'elles sont immutables, les chaînes de caractères, vous pouvez jamais les changer. Tac, bon. Alors, exemple classique sur une liste, je vais écrire deux définitions rapidement. Def somme, pour faire les sommes des éléments d'une liste. Donc, imaginons qu'ici, on a une liste lisse de type liste de float, par exemple, pour changer un petit peu. Voilà. Si je fais la somme de tous les éléments, ça va me donner aussi un float, hein. Voilà. Bon, pas de précondition. On peut faire la somme de n'importe quoi. La somme d'une liste vide, ça sera 0, hein. Donc, je vais prendre un somme de type float. Attention, à bien être compatible avec les bons types, hein. Initialement, je lui donne 0.0. 0, ça marchera aussi. Et on va parcourir la liste. Donc, pour parcourir la liste, je vais prendre x, hein, j'utilise plutôt x comme nom de variable pour les floats. X, Y, Z pour les noms de variables pour les floats. I, J, K, N pour les noms de variables pour les entiers. Un peu comme en maths, hein. En général, les lettres, c'est un peu une convention. Tout le monde est un petit peu d'accord avec ce genre de notation et ça permet de moins se prendre la tête quand on lit les programmes, quoi. Alors, for x in list, hein, on peut parcourir la liste comme ça. Et je vais dire somme, hein, pour chaque x dans la liste, somme égale somme plus x. Et à la fin, return somme. Donc voilà, ça c'est pour la somme des éléments d'une liste. J'ai petite variante comme pour tout à l'heure avec la chaîne de caractères, i2.int cette fois-ci, parce que ça va être un indice. Pour l'indice i dans l'intervalle range 0 longueur de liste, 2 points. À ce moment-là, somme égale somme plus, non pas i, parce que là je ferai la somme des entiers, mais lisse de i. Voilà. On va faire return sum pareil, quoi. D'accord, donc je vais juste changer ça. Voilà, après, il y a le même return sum. D'accord, donc la petite variante, hein, mais confondez pas les deux par pitié, là, ça sert à rien de perdre des points bêtement sur une connerie pareille, quoi. Soit vous utilisez for x in L, donc les x, c'est bien les éléments qui sont dans la liste. For i in range de ça, i, c'est les numéros de cases, quoi, qui vont de 0, ça commence à 0 jusqu'à ça. Et donc, si je veux l'élément dans la liste, je suis obligé d'écrire liste de, donne-moi le numéro i, le im dans liste, quoi. Le numéro i, l'élément d'indice i dans liste, hein, qui correspond au x qui est là, quoi. Donc soit l'un soit l'autre, mais mélangez pas les deux, hein. Voilà pour la somme. Autre variante, autre exemple de fonction classique là. Alors après, je vais voir sur les tuples de personnes. On va essayer de faire ça en 10 minutes. Un autre exo classique, c'est un exemple où on a une liste en entrée et ça renvoie aussi une liste. Donc j'ai une liste en entrée liste, qui soit aussi de type liste de float par exemple, et ça renverrait aussi une liste de float, hein.
dans laquelle chaque élément de la liste a été mis au carré. Deuxième type, d'accord? Donc ça, c'est une réduction, ça. Et puis ça, c'est un mapping, en fait. Donc c'est parti. Donc si je voulais, donc là, a priori, il n'y a pas, pareil, il n'y a pas de précondition. Hein. Si je prends tous les éléments d'une liste vide au carré, ça va me redonner une liste vide. Alors là, c'est le truc classique à faire, c'est que pour une liste résultat, LRES, ou LR, hein, je sais pas comment on l'appelait, quoi. Donc de type liste de float, voilà, initialisé à la liste vide. D'accord? Donc j'ai ici le résultat du type de mon retour ici. Et après, je vais parcourir ma liste principale. Donc je vais me déclarer un X de type float. Et je vais dire for X in list. Je vais faire la liste résultat LRES point append de X au carré étoile étoile 2 ou X fois X. Et à la fin, quand j'ai terminé, return. Alors, je vais avoir return de LRES. Voilà. Donc ça, si vous lui donnez à cette fonction la liste 1, 2, 3, elle va vous rendre la liste 1, 4, 9. Voilà. C'est ça le but de cette fonction. Hop, un truc à planter encore. Sauf si on revient. Hop. Alors, continuons dans les 10 dernières minutes. J'espère que c'était clair. Donc ça, c'est deux principes. Alors après, des fois, ça peut être un peu des variantes de ça. Hein. Mais très souvent, donc retenez, donc on l'a vu dans plein d'exos. Hein. Si vous devez retourner une liste, bah, vous partez d'une liste vide et puis vous, avec append, vous rajoutez des éléments à l'intérieur au fur et à mesure. Alors maintenant, c'est un type qui est donné dans le livre. Donc on peut définir un type personne comme ça en disant que c'est un tuple de 2 chaînes de caractères d'un entier et d'un booléen, donc un tuple de 4 éléments comme ça. Et on vous donne aussi une petite base de données de. Donc une personne en fait, c'est un nom, je sais plus dans quel, ouais, un prénom, un nom, un âge et un booléen qui dit en fait si la personne est informaticienne ou pas, quoi. D'accord? Et puis on vous donne un petit exemple ici avec différents éléments avec, donc par exemple ici, Donald Knuth, il a 77 ans et il est informaticien. Alors, Antonio Lobo Antunes, il a 74 ans, mais il n'est pas informaticien. Voilà, donc vous avez une petite base de données comme ça, en fait, qui est une liste de personnes, c'est-à-dire une liste de tuples de STR, de STR, de int et bool. On a le droit de redéfinir des types comme ça, là, en disant que, effectivement, quand j'écrirai personne, ça revient au même que d'écrire tuple de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme exemple? Alors, ça, c'est ce qui est donné dans le livre, je leur donne maintenant. Par exemple, est-ce que je vous donne une personne et je veux savoir si elle est majeure, quoi. Donc def est majeur et vous donnez P de type personne. D'accord? Ça renvoie ensuite, c'est vrai ou faux si elle est majeure, donc c'est un booléen. Voilà. Précondition, on va dire il n'y en a pas. D'accord? Alors, il faut bien savoir que si j'écris personne, c'est comme si j'avais écrit tuple str str in bool. Hein. D'accord? Hein. Ici, c'est mis pour tuple de str str int bool. Hein. Bon, alors, comment je veux savoir si elle est majeure? Bah, il faut que je récupère son âge, qui est le quatrième élément de P, quoi. Enfin, le troisième, pardon. D'accord? Il y a deux STR, il y a son prénom, son nom, tu sais, son âge et c'est l'informaticien. Donc là, vous n'avez pas besoin de déclarer, vous avez pas besoin de déclarer variable, même si vous pouvez quand même, si vous en avez envie, hein, y a pas de problème. Si vous avez une personne P que vous voulez récupérer un de ses éléments, que P est un tuple et que vous récupérez un de ses éléments, à ce moment-là,
vous écrivez, vous décomposez le tuple, hein. Donc j'ai dit le premier élément, c'est un prénom. Deuxième élément, c'est un nom. Le troisième élément, c'est un âge. Le quatrième élément, c'est info, s'il est informaticien ou pas. Et vous écrivez reçoit P. Voilà. Donc quand vous écrivez un truc comme ça, si P est un tuple de 4 choses, les 4 choses vont se répartir dans les 4 variables qui sont là, dans l'ordre. Donc une fois que c'est ça, qu'est-ce qui m'intéresse moi? C'est savoir si elle est majeure. Donc c'est l'âge qui m'intéresse. Donc là, à ce moment-là, j'écris return. Elle est majeure si son âge est supérieur ou égal à 18. D'accord? Pour la majorité en France. D'accord? Donc là, c'est important. N'écrivez pas if âge supérieur ou égal à 18, return true, else return false. Ça, non. D'accord? Si vous avez envie d'écrire ça, if une condition return true, else return false, écrivez directement return la condition, c'est aussi simple que ça. D'accord? J'ai déjà dit plein de fois. Donc c'est pour ça que là, j'écris pas ça, j'écris directement return âge supérieur ou égal à 18, qui correspond bien à la condition pour être majeur. Voilà. Alors il y a quelques variantes, hein. Prénom et info, comme on s'en sert pas, on aurait pu mettre des underscores à la place, quoi, parce qu'on s'en sert pas. D'accord? Donc ça, c'est la première truc, c'est l'exemple du cours. Comment simplement décomposer un tuple. Alors, deuxième truc qu'on pourrait imaginer, c'est de prendre la base de données qui est là, prendre une base de données, c'est-à-dire une liste de personnes, et donc une liste de personnes comme BD, là, ici, hein. Prendre une liste de personnes et dire, a priori, renvoyer la liste des majeurs. D'accord? Donc je voudrais écrire une fonction qui s'appelle liste majeure. Donc si je l'appliquais à BD, je voudrais qu'il me réponde la liste des majeurs, il ferait une liste. Alors ouais, donc on va faire liste des majeurs. Je voudrais qu'il me mette par exemple Shafi Goldwasser. Voilà. Ça c'est la première élément, mais je voudrais tout, mais sauf sans l'âge et l'informaticien. Deuxième, ça serait Ayan Créchy. Voilà, etc. Hein, d'accord? Et à la fin, on ferme la liste. Hein. Donc c'est ça que je veux. Donc à partir d'une liste de trucs comme ça, je voudrais qu'il m'envoie une liste, mais seulement des tuples non prénoms, en fait, des couples non prénoms. Donc il va falloir parcourir ici la base de données, c'est-à-dire la liste des personnes, et ensuite récupérer, à une certaine condition, seulement certains éléments. Donc on va faire ça vite fait. Hop. Def liste majeure. Donc qui prend un argument une LP liste de personnes. Et qui renvoie, je vais l'écrire à la ligne parce que je ne vais pas avoir la place, et qui renvoie une liste de tuples de nom str, prénom str. D'accord? Dans l'exemple que j'ai donné, c'est exactement ça que j'ai. Hein. Vous avez bien vu que j'avais une liste, ça a commencé par un crochet, ça terminé par un crochet. Et entre les virgules, vous aviez à chaque fois un couple. Et c'était un couple de nom et prénom, donc de str, str. Un couple de deux chaînes de caractères s'écrit tuple, str, str. Et alors que les personnes, c'est des tuples à 4 éléments. Précondition, il n'y en a pas. Alors, il va falloir parcourir la liste des personnes et regarder seulement si elles sont majeures. Hein. Donc, pour parcourir les personnes, si je les parcours directement comme ça, on va faire comme ça. Donc, je vais définir un P de point de type personne. Voilà, pour pouvoir parcourir for P in LP. Hein, pour parcourir mes éléments comme ça. Juste avant de parcourir, de déclarer la personne, comme il faut renvoyer une liste à la fin, je vais le faire tout de suite. J'écris quelque chose du type de la fin, là. Donc, LRES,
liste résultat de type, hein, le même que le truc qui est derrière la flèche, liste de tuples de str. Initialiser initialement la liste vide. Voilà. Donc j'ai dit, je reprends une personne P de type personne, et je vais dire for P in LP, chaque personne dans la liste des personnes, je vais dire si elle est majeure, si est majeure de P. Alors, je veux dire, on pourrait utiliser la fonction précédente. Hein. Donc, quand samedi, on doit déclarer que. Bon, je ne sais pas s'il y aura un type personne au contrôle le samedi, mais si jamais il y a un type qui est renommé comme ça, c'est donné dans l'énoncé. Alors, si P est majeur, à ce moment-là, il faut que je la décompose. Donc, je la décompose en P, c'est toujours un truc avec 4 éléments. Donc, il y a un prénom, un nom, parce que moi, je veux juste récupérer le couple nom-prénom. Un prénom, un nom. L'âge, je m'en fous, donc underscore. Et informaticien, je m'en fous, underscore. Mais j'aurais pu écrire âge et info comme tout à l'heure. Hein. Mais là, je vous montre la deuxième manière avec underscore. Donc, je décompose le P en ces différents éléments. Et maintenant, il va falloir rajouter dans la liste, donc lres, dans la liste résultat, lres.append, hein, comme dans toutes les listes, c'est .append pour ajouter un truc dedans. Et ce que je vais rajouter, c'est un couple prénom-nom, prénom, comme ça. Hein, dès que vous voulez créer un tuple ici de type strstr, la syntaxe c'est parenthèse et les deux éléments comme ça. Voilà, et ça se fait seulement si elle est majeure. Quoi. Si elle n'est pas majeure, ben on ne fait rien de plus. Et c'est une fois que j'ai complètement terminé ma boucle, donc au même niveau que le for ici, que je vais faire mon return lres. Voilà. Alors je vérifie rapidement qu'il n'y a pas d'erreur. Donc ça prend une liste de personnes, une liste de tuples string, c'est bon. lres initialement vide, avec le même type ici que le type ici. P une personne bien déclarée. Pas besoin d'initialiser parce qu'on va parcourir la liste des personnes ici pour P in LP. Pardon. Donc si P est majeur, à ce moment-là, je le redécompose P. Comme personne, c'est un tuple à 4 éléments. Je récupère les 4 éléments. Je sais que le prénom est en premier, le nom est en deuxième. Et ensuite, j'ajoute à la liste le couple prénom, nom, comme ça. N'oubliez pas de mettre bien les. Ça, c'est les parenthèses de la fonction append. Et ça, c'est les parenthèses du couple. C'est pour ça qu'il y a de double parenthèse comme ça. Oups, il est déjà l'heure. Qu'est-ce que... Bon, je pourrais peut-être vous imaginer d'autres trucs. On pourrait imaginer calculer l'âge moyen des personnes. Donc, il faudra avoir un compteur. Et cette fois-ci, au lieu de récupérer prénom, nom, là, je récupérerai l'âge ici. Je l'augmenterai, je le mettrai à chaque fois dans la somme des âges. Et à la fin, je diviserai la somme des âges par le nombre d'éléments, un truc comme ça. Voilà, donc on a un peu revu un peu tout là, passer une dernière fois sur la carte de référence pour voir si on n'a pas oublié quelque chose. Voilà, donc là on a revu comment manipuler les listes hein, avec bon, c'est un peu longueur. Concaténer on n'a pas vu là, mais append surtout là. Hein, il remixait pas le append, hein. L.append, ça n'a pas de type. Hein. Ça rajoute vraiment dans la liste L qui est devant. Et manipulation des nuplets, là, on vous rappelle à cet endroit-là précisément comment décomposer un nuplet C en ses différents éléments X, Y, etc. D'accord? C'est écrit ici. Et pour créer un nuplet, on ouvre une parenthèse et on met ces différents éléments. Hein. C'est exactement ce que j'ai fait pour renvoyer les couples prénom et nom. Voilà, donc manipulation des nuplets, ça c'est fait. Et après, ensemble dictionnaire, ça c'est pour le programme. Hein. D'accord? Donc là, on vous rappelle à cet endroit-là aussi comment on fait un range. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, quoi. Donc voilà, on a fait des petites révisions. J'espère que vous saviez déjà tout, quoi. Du coup, on va s'arrêter là. On va passer en TME. A priori, pour le TME,
Je ne sais plus si je vais aller regarder ce qu'on a décidé comme exo, quoi. Ici, le premier exo qu'on avait fait, c'est le 9-4. Donc, à mon avis, il y a le 9-5 et le 9-6. 9-5, 9-6 à faire dans le thème. Hop, 9-5 et 9-6. Je revérifie une dernière fois que c'était bien ça que j'avais choisi. Hop, hop, hop. 9-5, 9-6. Voilà, disable. Alors, ça, c'est sur les exos, sur les chaînes de caractères, pardon, sur les dictionnaires. Voilà, 9-5, 9-6, c'est bien ça. Donc, c'est des. Alors, oui, je vous dis ça alors que j'ai la carte de référence toujours. Donc, on va faire le 9-5 et le 9-6 là. Faites ça si vous êtes à l'aise et tout ça, et que vous n'avez pas besoin de faire davantage de révision. Si vous voulez, si vous voulez approfondir vos révisions, vous reprenez les exos qu'on vient de faire là, si vous en avez pris la liste au fur et à mesure là, et vous essayez de les refaire sans rien, quoi. Donc en gros, tous les exos à partir du ouais, est divisible par, est premier, le énième nombre premier, combien il y a de nombres premiers entre deux valeurs, les occurrences d'une lettre dans une chaîne de caractères, des trucs ultra classiques, hein. La somme des éléments d'une liste, la somme des carrés des éléments d'une liste, et l'exo avec le type personne, là, pour savoir si une personne elle est majeure. Obtenir la liste des majeurs. Et puis continuer ceux qu'on n'a pas fait, la liste, l'âge moyen, hein, par exemple, des personnes majeures, ouais, pourquoi pas. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve tout de suite en TME. Et bah voilà, à tout de suite. Et puis continuez bien vos révisions. Voilà. À tout de suite sur Discord. Voilà. Au revoir.